Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, de 21h à minuit sur metatv.org. Ce soir, nous accueillons des invités très spéciaux. On a Jacques et Brigitte avec nous. Donc, Jacques et Brigitte, comme nous l'avons annoncé en fait sur la publication, vous êtes témoins, si j'ose dire, directs de l'affaire Amis de Lisa. Donc, vous êtes les grands-parents, vous êtes les parents de Sophie, la maman de qui on a enlevé les enfants. Voilà, c'est cela, oui. Donc voilà. Donc on va évidemment ne pas divulguer vos noms pour conserver vos identités. Donc voilà, ce sera Jacques et Brigitte, parce qu'on a décidé ça à l'avance. Alors est-ce qu'on peut remettre un peu le contexte et un peu expliquer cette affaire Amis de Lisa, une affaire qui a fait beaucoup de bruit sur Internet, il faut le dire. Vous avez quand même réussi à ameuter un peu quand même la toile sur cette affaire. C'était pas évident parce que évidemment nos chers grands médias ne parlent jamais de ce genre de sujet, ça ne les intéresse pas. Ils sont informés pourtant. Pourtant ils le savent, vous allez nous expliquer d'ailleurs qu'ils peuvent pas tout le monde est informé. Tout le monde, voilà, apparemment tout le monde le sait. Et est-ce qu'on peut remettre un peu le contexte donc de cette affaire donc. Voilà, je vais reprendre un peu depuis le début. Oui. Donc il s'agit de ma fille, qui a eu 3 enfants avec le père des enfants. Dès le moment où elle a été enceinte du premier enfant, donc en 2000, le père, ça a commencé à devenir insultant, méchant. Puis elle a cru que ça allait s'arranger. Donc voilà, je suis intervenue aussi pensant que, pour sa défense à lui, en disant une femme enceinte, peut-être qu'elle est capricieuse, peut-être que soit gentil avec elle, oui, d'accord. Puis finalement, rien n'a changé. Néanmoins, ils ont eu un deuxième enfant. Et puis ensuite, ils étaient en Dordogne, alors que nous habitons dans le midi de la France. Et finalement, quand il n'a plus eu de travail, il a dit, écoute, si tu veux, on retourne où tu es, près de Saint-Tropez, on redescend dans ta région. Donc elle était d'accord. Ils sont venus, elle a eu un poste de professeur de français et de latin dans un collège privé. Et puis lui, finalement, a trouvé du travail, il est maçon, il est un très bon maçon, très bon travailleur. Et donc, voilà, ils se sont installés, puis elle a eu le 3e enfant. Et les insultes devenaient de plus en plus nombreuses, des gestes aussi, des violences physiques. Okay. Donc, elle a porté plainte pour que ça se calme, pour lui faire peur un petit peu. Pour qu'il elle tenait à lui, elle l'aimait, elle a 3 enfants. Donc les plaintes ont toujours été classées sans suite. Donc lui s'est senti de plus en plus fort. Et puis un jour, le dernier, chaque enfant, ils ont 1 an de différence entre eux. Elle les a tous les 3 nourris à l'été. Et puis quand le 3e avait 7 mois, c'était donc en février 2005, un soir, il rentre, un vendredi soir, et il fait une histoire, il crée encore une histoire, et puis il dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et puis il prend un sac de voyage, il met des vêtements dedans, et il s'en va. Moi, j'habitais à 100 km de là, ma fille m'appelle, et elle me dit, il est parti. Je dis, comment il est parti? Elle dit, oui, il a quitté la maison. Je dis, ah bon? Je ne comprenais pas. Et puis, je me suis dit, à la limite, tant mieux, parce qu'elle ne pouvait pas le quitter. On ne peut pas, avec 3 petits-enfants en bas âge, elle avait besoin de lui, elle ne se voyait pas toute seule. Donc là, c'est lui qui part, ma foi, tant pis. Alors, je me suis dit, écoute, c'est peut-être une bonne chose. Néanmoins, à 2h du matin, il rentre. Enfin, il reste à la porte et il est complètement ivre. Et il menace tout le monde de mort, carrément, il veut les tuer, etc. Enfin, il est complètement... Donc elle est complètement apeurée. Elle appelle la gendarmerie. Quand il voit que la gendarmerie va arriver, il s'en va. Et moi, elle nous appelle, donc on arrive 1 heure plus tard. Et puis on reste avec elle. Et 1 heure plus tard, il revient à nouveau, en menaçant de nous tuer si on n'ouvrait pas la porte, etc. Les enfants se sont réveillés, enfin la petite fille est née, sont réveillés, il l'a fait pleurer, il faisait des menaces, enfin bon. Voilà, l'affaire se passe, ils se séparent à ce moment-là. C'est-à-dire que ma fille veut plus rester avec lui. Et moi, je lui prête un appartement pour qu'il ne soit pas à la rue et qu'il laisse ma fille tranquille, pour qu'il ait le temps de se retrouver, de trouver quelque chose pour se loger. Donc il va rester dans mon appartement jusqu'à la fin juin, donc on est en février 2005, jusqu'à fin juin, il est logé.
Et à partir de juin, il trouve un mobil-home et il pense que ma fille va reprendre la vie commune avec lui. Là, il n'en est pas question. Et donc, fin juin, il retourne dans la maison où elle est avec les enfants. Il s'installe carrément. Et elle voit qu'elle va pouvoir rien faire. Elle arrive à lui faire partir pour faire des courses. Pendant ce temps-là, elle m'appelle en me disant, voilà, il ne veut plus partir d'ici, qu'est-ce que je fais? Je dis, bah écoute, t'as qu'une seule chose à faire, tu prends un biberon, une couche et tu pars avec tes 3 enfants. Parce qu'il était de nouveau menaçant, puis il allait la violer, ça c'était clair. Donc elle est partie, elle est allée à la gendarmerie. Et puis le gendarme lui a dit, mais écoutez, la prochaine fois, on va vous trouver par terre, hein, vous allez y passer, il ne s'arrêtera jamais. Donc quittez-le, vous n'avez que ça à faire. Donc moi je suis venue avec mon mari la chercher à 11h du soir. Et puis voilà, on l'a hébergée, etc. Au mois de septembre, elle pensait pouvoir récupérer sa maison. Et lui, il avait subtilisé la clé à la femme de ménage qui était venue faire les travaux. Et il s'était installé de nouveau dans la maison. Donc elle arrive avec ses 3 enfants et impossible de rester. Elle est repartie. Donc elle a été hébergée par des gens dans la famille au centre de la France. Et puis finalement, quand il s'est aperçu que elle ne revenait plus, il lui a dit, bon, en fin janvier 2006, il lui a dit, bah écoute, voilà, j'ai trouvé quelque chose, tu peux revenir. Donc elle est revenue. Entre-temps, il y a eu elle avait saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il ait un droit de visite et d'hébergement et pour qu'elle ait aussi une pension alimentaire. Donc elle a obtenu tout ça. Et comme elle n'habitait plus dans le Midi, le juge lui avait donné 3 semaines de vacances pour le père, pour les vacances de Noël. Ma fille était un peu gênée parce que le petit, qui avait 7 mois au moment où le père est parti, arrivé fin décembre, il avait plus de souvenir du tout de son père. 3 semaines séparées de sa maman alors qu'en plus elle l'allaitait. Elle a demandé à la juge de ne pas faire ça, la juge n'a rien voulu entendre. Donc elle a essayé de s'entendre avec le père pour qu'il ne prenne pas l'enfant si longtemps sans elle. Il a fini par accepter avec beaucoup de difficultés qu'elle vienne, donc il prenait les 2 aînés, et elle est venue, elle est allée le voir où il était en Dordogne pour les vacances, avec le 3e, qui était un bébé, qui avait à peine 1 an. Et là, elle n'a pas trouvé d'hôtel pour passer la nuit. Donc il lui a dit, bah écoute, t'as qu'à y rester ici dans la maison, il a une maison avec un étage, tu qu'à dormir là dans le salon et pas de problème. Finalement, à 3h du matin, il a voulu la violer. Donc là, c'était un sacré choc, elle s'est débattue pendant 20 minutes. Finalement, le lendemain, elle est restée toute seule, s'est demandé ce qu'elle devait faire. Puis elle s'est dit, quand même, faut que ça s'arrête. Donc elle a porté plainte pour que ça s'arrête et puis que ça ne puisse pas se reporter sur d'autres personnes non plus. Là encore, classement sans suite. Mais néanmoins, en février 2006, quand ma fille est retournée sur Saint-Tropez, le père dans la maison donc, avait préparé le dîner, on a tous dîné ensemble, et il redemande à Sophie de reprendre la vie commune. Elle lui dit, bah non, après ce qui s'est passé en décembre, je peux pas. Alors il commence à nier, et puis nous, Sophie là, le regarde dans les yeux, elle dit, tu peux nier? Et elle lui rappelle ce qui s'est passé. Et devant nous deux, il reconnaît qu'effectivement, il s'est conduit comme un crétin et qu'il regrette, etc. Bon, voilà. Là-dessus, le temps passe. Il peut voir les enfants un week-end sur 2. Ma fille, de toute façon, parfois, quand elle a besoin de faire garder ses enfants, elle propose d'abord au père s'il les veut. Donc ça se passe bien. Et puis, quand il y a des fêtes, des anniversaires, des fêtes, on a même eu l'enterrement de ma mère, il est venu, enfin, il a été invité à chaque fois qu'il y avait quelque chose de familial. Voilà, pour que les enfants ne se rendent pas compte qu'il y avait une séparation des parents. Et puis, il s'est trouvé qu'en 2006, ma fille a fait la connaissance de quelqu'un. Et les sentiments étaient assez réciproques. Et l'année suivante, il a appris par la sœur de cette personne qu'entre eux deux, c'était sérieux. Et là, il a dit, ça passera pas. Mes enfants ne seront jamais élevés par quelqu'un d'autre et je te pourrirai la vie. Tu ne te referas jamais ta vie avec personne. J'ai dit, bon, ce sont des paroles. Et puis, on arrive au mois de juin 2007. Et là, il dit, si tu ne reprends pas la vie avec moi,
je te prépare une vengeance, tu peux pas savoir. On se demande ce qu'il peut faire, on ne comprend pas. Hein. Et puis on arrive au mois de septembre 2007. Là, il continue, il a même prévenu pas mal de gens qu'il allait se manger et qu'il avait trouvé quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et dit, et puis, le jour où tu portes plainte, le jour où tu te présentes à la gendarmerie, tout s'enclenche. Alors, de toute façon, elle n'avait pas de raison d'aller à la gendarmerie. Bon, on ne comprend pas. Et puis, donc, au mois de septembre, là, on apprend par les enfants. Le père, ils avaient un week-end sur deux, mais en septembre 2007, ça a été le premier, troisième et cinquième week-end. Il y en avait 3 ce mois de septembre-là. Et ils avaient eu aussi le dernier week-end d'août. Donc, il y a eu beaucoup de week-ends chez le père. Et on a appris que les enfants n'étaient pas chez le père. Ils allaient chez un ami du père, un dénommé Didier, qui travaillait à la mairie de Saint-Tropez, d'ailleurs. Et qui ils passaient tout leur week-end chez ce monsieur, et à tel point qu'on a cru vraiment que le père avait changé d'habitation et qu'ils habitaient chez ce Didier. Finalement non, mais on a appris par les enfants que le père faisait une cuisine, puisqu'il est maçon, il rend beaucoup de services à beaucoup de gens. Et donc voilà, il leur faisait une cuisine, donc il travaillait là tous les week-ends. On arrive au 7 octobre 2007. Les enfants vont chez le père du samedi 14h jusqu'au dimanche 19h. Les trois enfants rentrent chez leur père. Seulement les 2 garçons reviennent et la petite fille est gardée dans les bras par le père. Ok. Et puis elle revient. Elle reste en bas, on a un escalier, elle revient, elle ne veut pas rentrer. On dit, mais Margot, qu'est-ce qu'il y a Elle monte l'escalier et là, surprise, on la voit dans un état de Elle était prostrée. état de choc. Les yeux globuleux, les yeux sortis des orbites, des poches sous les yeux, les cheveux complètement tout ébouriffés, regard fixe, bouche ouverte, elle ne bouge plus. Vraiment, ça fait un choc. Hein. Et donc ma fille lui dit, mais Margot, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, la petite va se mettre dans les bras de sa mère. Et ce qu'elle ne fait pas, elle n'était pas plus trop de câlins, mais là, elle reste blottie dans les bras de sa mère. Et qui lui dit, ben Margot, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez chez Didier? Oui. Et il est gentil, Didier? Non. Et il est gentil avec les enfants? Non. Bon, elle n'ose pas trop poser de questions. Et puis après un petit câlin avec sa maman, la petite veut prendre un classeur en plastique. Elle prend un stylo indélébile et là elle fait un dessin. Là elle met Margot au centre, elle écrit Margot, elle rentre en CP, elle savait comment elle savoir écrire. Elle a fait autour un cercle avec 4 cœurs en angle. Sous ce dessin, elle a fait une montagne, avec le sommet qui rentre dans Margot. Et puis elle fait une montagne avec la pointe en bas au-dessus d'elle. Et là, elle nous dit, ce qui rentre dans Margot, c'est papa, et au-dessus, c'est maman. On ne comprend pas le dessin, là, à ce moment-là. Les enfants, la nuit, font un énorme cauchemar. Ils hurlent, ils n'arrivent pas à dormir. Enfin bon, on est assez étonnés. Le lendemain matin, les garçons disent à leur mère que finalement Didier a embrassé Margot sur la bouche à la plage. Que papa était là et qu'il n'a rien dit. Donc je vais avec les 3 enfants voir un médecin traitant des enfants qui a l'habitude d'eux, pour qu'elle les interroge, on ne voulait pas nous le faire, on n'est pas des professionnels, donc on voulait que ce soit des professionnels qui s'occupent de ça. Donc on va voir le médecin qui s'aperçoit que tous les 3 sont en état de choc, assez grave, et qui donne 3 semaines d'arrêt d'école pour chacun, qui donne, sachant qu'il y avait 2 semaines de vacances qui allaient suivre ces 3 semaines, on arrivait aux vacances de la Toussaint, donc pour qu'ils soient avec leur maman, pour qu'ils soient... Alors, nous on ne voulait pas d'arrêt d'école pour la petite, elle commençait son CP depuis 1 mois, donc 1 mois et demi. Bon bah là, si, arrêt. Elle lui demande de faire un test HIV, donc elle avait des doutes.
Et ensuite, elle demande aussi qu'il y ait une ordonnance pour qu'il y ait une aide familiale pendant 6 mois pour que la maman puisse passer tout son temps avec les enfants pour les remettre de leur traumatisme, on ne sait pas encore lequel. À part le baiser sur la bouche qu'ils avaient réitéré auprès du médecin. Ma fille prend rendez-vous néanmoins avec un psychologue. Donc elle a rendez-vous, cette psychologue n'est pas libre, elle a rendez-vous que le mercredi. Donc on était le 7, 8, 9, mercredi 10 octobre. Et donc rendez-vous en début d'après-midi avec les enfants. Là-dessus, avant ça, ma fille est allée voir, on avait appris par le père qu'il jouait au foot avec les gendarmes de Grimaud. Donc préfère ne pas tomber sur eux. Normalement, c'était eux qui étaient compétents pour recevoir une plainte. Donc elle est allée à Toulon pour dire qu'elle aurait peut-être éventuellement quelque chose à faire. Et ils lui ont dit, bah, écoutez, nous on n'est pas compétents, allez plutôt à la brigade des mineurs, à la brigade de recherche de Saint-Tropez. Donc ils ont pris un rendez-vous pour elle, pour l'après-midi du 8 octobre, du 10 octobre. Entre-temps, elle a pris rendez-vous pour après la visite chez la psychologue. Donc là, on allait à un baiser sur la bouche. Elle portait plainte pour un baiser sur la bouche. Chez la psychologue, ça dure 1 heure. Elle, donc, à travers des jeux, à travers des paroles, des non-dits, etc., on découvre finalement que, effectivement, les garçons répètent que Didier a embrassé Margot sur la bouche. Et puis, on apprend que Didier a mis son zizi dans la bouche de Margot. Enfin, Margot dit ça. Enfin, Margot était très et sur où son sexe, on ne sait pas. J'étais dans le cabinet de cette psychologue et Margot ne voulait pas parler. Pas dans le micro. Margot ne voulait pas parler, elle était également très très contractée. Et c'est la psychologue qui a proposé à Margot, mais Margot, est-ce que tu veux parler à quelqu'un? Tu veux parler à ton grand-père? Alors Margot a dit oui. Alors je suis sorti dans la rue avec Margot, en la prenant dans les bras. Et là, je lui demande, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc grave que tu veux me raconter? Elle se taisait. Je lui dis quoi? C'est une histoire de zizi. Elle répondait toujours pas. Et je lui dis de zizi, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de zizi? C'est sur la bouche, c'est dans les fesses, et elle me répond les deux. Elle me répond les deux. Alors moi je suis effondré à cette nouvelle, elle était très sincère, elle a annoncé les deux vraiment comme un soulagement, c'est un cri de soulagement. Je la ramène donc chez la psychologue, moi je suis complètement effondré. Ah. Et là, je raconte à la psychologue ce que Margot m'a dit, et à ce moment-là c'est la psychologue qui interroge Margot et lui confirme justement tout. Le zizi sur la bouche. Dans la bouche. Dans la bouche, etc. Moi j'étais sur ou dans le sexe, on ne sait pas là. Donc, à partir de là, et la psychologue nous dit, et là devant tous, moi j'étais dans la salle d'attente avec les 2 garçons, et puis à la sortie, là j'étais là, et elle dit, bah c'est clair, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est porter plainte. Encore faut-il tomber sur les bons gendarmes. Alors, psychologue qui dit oui. Alors, tomber sur les bons gendarmes, ça veut dire quoi? Moi, je ne connais pas des bons et des mauvais gendarmes, enfin, en tout cas, bon. Donc, on ne comprend pas. Néanmoins, là, ma fille avait pris soin de ne pas aller à Grimaud avec les gens avec qui je vais au football. Et donc, on va à Saint-Tropez. Et des pose plainte. Le gendarme alors, ma fille prévient qu'elle partait pour Paris, elle voulait emmener les enfants à Disneyland. Euro Disney, et donc qu'elle voulait que ça se passe vite, qu'elle portait plainte et qu'elle voulait que ça se fasse vite pour pouvoir partir avec les enfants. Alors les gendarmes ont dit bon, enfin ça n'était pas très facile, mais enfin bon, ils ont réussi à trouver, ils ont mandaté un pédiatre pour entendre les enfants, pour consulter Margot. Et puis et puis ils lui ont dit mais si vous voulez que ça aille vite, pour que les enfants ne soient pas entendus plusieurs fois, il faut qu'ils passent sous vidéo, mais on ne peut pas le faire ici. Il faut aller à Bandol. Est-ce que vous êtes d'accord demain matin d'aller à Bandol? Bon, donc elle repoussait son voyage, mais enfin elle a dit d'accord. Donc là on va chez un médecin, un pédiatre, un homme très sérieux, qui rigole pas, qui est très, très ferme et tout.
Il reçoit la petite avec le gendarme et moi. La petite hurle, impossible de la consulter et tout, mais enfin, il fallait vérifier s'il y avait l'hymen ou pas. Donc très rapidement, il regarde, l'hymen y est, donc voilà. Et lui, il va faire un certificat, enfin il va donc faire un rapport rapide pour dire qu'il n'y a pas de viol avéré, mais qu'en revanche, l'état de la petite est très troublé, un état psycho-affectif très troublé, et qu'il lui donne 8 jours d'ITT. D'accord. Ouais. Voilà. Alors 8 jours d'ITT, il faut savoir que ça veut dire qu'il y a une agression par un tiers, qu'on reconnaît qu'il y a une agression par un tiers. Je veux dire que si vous êtes malade, par vous-même, vous aurez un arrêt de travail, mais s'il y a une agression, pour pouvoir avoir des dommages et intérêts, on vous donne une ITT. Donc là, il lui donne 8 jours d'ITT, donc il reconnaît qu'il y a une agression. Et il dit, avant de partir, aux gendarmes et à moi-même, il dit « Attention, lisez bien mon certificat. Ce n'est pas parce que je n'ai pas vu de traces qu'il n'y a rien eu. Vu l'état de la petite, elle a subi quelque chose. » Voilà. Donc on sort de là. Et le lendemain, on doit retourner, on doit aller donc à Bandol, à 1 heure de route, 1h30 de route. Là-dessus, en partant de chez la gendarmerie, ma fille s'arrête, parce qu'elle n'était pas allée voir, elle n'a pas vu le médecin, le pédiatre. Donc elle s'arrête, elle me dit, je veux aller voir le pédiatre qui a vu Margot pour savoir ce qu'il en pense. Moi, dans la voiture, je reste avec les enfants et je dis à Margot, tu sais, demain, on va aller à la gendarmerie et vous allez être entendue. Et là, elle se met à hurler, comme une adulte, à dire non, j'ai parlé une fois, je ne parlerai plus, je ne dirai plus rien. Elle dit ce que j'ai dit, ça suffit. Voilà. Bon, ma fille est allée voir le pédiatre il interviendra par la suite. Donc lui, il lui a dit aussi les doutes qu'il avait, que la petite avait subi. Il a rien vu à l'œil nu, rapidement, il ne peut pas dire qu'il il a regardé juste l'hymen, hein, c'est tout. Le lendemain matin, on va se lever à 6h, 6h30, il fallait être à 9h à Bandol. On part là-bas, et puis on attend un peu dans la salle et tout. Les 2 gendarmes qui sont avec nous discutent avec le gendarme qui doit entendre qui doit entendre Margot. Alors on avait prévenu ma fille que la petite serait entendue avec un gendarme qui est formé, qui est psychologue, qui est formé à la psychologie des enfants, qui aurait à côté une vraie psychologue, et que ce serait derrière une glace teintée, et que ma fille pourrait assister donc de l'autre côté à ce qui allait se passer. Finalement, il n'y a rien de tout ça. C'est un gendarme en uniforme qui interroge la petite. Donc elle... Pas de psychologue. Non, rien du tout. Ni une femme, ni personne, un homme en uniforme et qui l'interroge. Donc déjà Margot, c'est difficile de parler de certaines choses. Et donc quand même, sur tout l'interrogatoire, c'est un interrogatoire qui est retranscrit sur 10 pages, où il y a beaucoup de questions négatives, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment répondre à ces questions, je ne sais même pas comment on répond. Des questions négatives, donc on répond par oui ou par non, ça veut dire la même chose. En tout cas, la petite, dans toutes les questions, on lui demande si elle aime son père, elle dit non. Alors elle adorait son père. Hein. Si elle veut le revoir, elle dit non. Si elle trouve que Didier est gentil, elle dit non. Si elle veut revoir Didier, non. Et on lui demande, bon, et voilà. Et on lui dit, mais c'est qui a dit elle dit, papa m'a dit de ne rien dire. Et qu'est-ce qu'il a dit de ne rien dire? Je ne sais pas. Tout ce qui la dérange, tout ce qui la gêne, elle ne sait pas. Elle répond, je ne sais pas. Sur 10 pages, c'est comme ça. Hein. Elle dit que c'est papa qui lui a dit de ne rien dire. Et papa lui a dit de ne rien dire. Voilà. Le gendarme essayant de dire, mais c'est pas Jacques qui t'a dit qui t'a soufflé ça, elle dit non, c'est papa qui m'a dit de ne rien dire. Ah d'accord. Ah ouais, ça c'est bien, c'est clair, hein, ça c'est dans la retranscription, il n'y a pas de problème. Néanmoins, dans la retranscription, il y a des blancs. Je ne sais pas pourquoi. Mais nous, on n'a jamais eu la bande originale. Hein. Mais en tout cas, il y a des blancs. En tout cas, voilà. Et ce qui ressort de ça, c'est qu'elle ne veut plus voir papa, elle ne veut plus voir Didier, Didier est méchant, et papa lui a dit de ne rien dire. Voilà les propos de Margot. Pendant que Margot était entendue, les 2 garçons ont fait des dessins à connotation sexuelle. Donc d'un seul coup, ma fille se dit, mais il y a peut-être eu quelque chose aussi sur les garçons. Donc elle insiste auprès des gendarmes pour que les enfants soient entendus, les garçons soient entendus. Ça a encore été très difficile, mais ils ont été entendus. Chaque garçon a répété, a réitéré
que Didier avait embrassé Margot sur la bouche, à la plage. Ça c'est encore aussi, c'est dans la retranscription, c'est très clair. Et puis ma fille veut aussi que les dessins qui ont été faits chez les gendarmes soient dans le dossier. Les gendarmes n'en voulaient pas. Donc elle a insisté, donc d'accord, et on le prend, non, elle dit vous faites des photocopies, et moi je garde les originaux. Donc on a les originaux. Et voilà, donc son obligation était terminée. Et là, comme elle partait sur Paris, elle a dit, moi je veux prévenir je voudrais avoir le procureur au téléphone. On lui a dit, non, c'est pas possible et tout. Elle a dit, bon, ben, est-ce que je peux envoyer un fax? On lui a dit, d'accord. Donc elle a envoyé un fax au procureur de Draguignan pour lui confirmer qu'elle partait, confirmer ce qu'elle avait dit la veille aux gendarmes qu'elle partait, et elle lui donnait 2 numéros de téléphone pour les besoins de l'enquête, s'il avait besoin de savoir plus de choses. Voilà. Quelques minutes plus tard, le procureur appelle les gendarmes pour lui dire il faudrait amener la petite chez un pédopsychiatre à Cogolin. Donc, de nouveau la route, 1h30 de route, avec les enfants, pour aller à l'hôpital de jour pour voir un pédopsychiatre, Dr Bensoussan. Là-bas, on attend. Ma fille, il est 14h, ma fille exige quand même que les enfants puissent manger. Et depuis 6h du matin, ils étaient levés. C'était des petits, hein, 3 ans et demi, 4 ans et demi et 6 ans. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc on a de force, on a pu obtenir un déjeuner. Et puis ensuite, la petite est entendue, est appelée par le médecin. Alors les gendarmes sont d'abord rentrés voir le médecin. Et puis ensuite, ma fille et la petite sont entendues, sont allées en consultation. Alors la médecin a reçu d'abord la petite toute seule. Elle lui a... elle a posé des questions, tout paraissait normal. Et puis ensuite, elle reçoit ma fille et elle commence à lui poser des questions sur son enfance, si ses parents se sont séparés ou pas, ce qu'elle a vécu dans son enfance, pas mal de questions. Ma fille dit, excusez-moi, mais vous êtes qui? Et quel est votre mandat? Ah, excusez-moi, j'aurais dû me présenter, effectivement, Dr Bensoussan. Voilà, effectivement, je dois interroger votre fille, mais je peux aussi vous interroger si vous le voulez bien. Elle dit, non. Vu la façon dont ça se passe, non. Mais je suis là pour ma fille. C'est elle qui a des problèmes. Elle dit, bon, d'accord. Alors elle a rappelé la petite. Puis elle dit, alors Margot, ça va? Alors Margot dit, oui. Vous voyez, il ne s'est rien passé, tout va bien. D'accord. Voilà, alors Sophie dit, Margot, hier, chez Madame Lavallée, c'était vrai, c'était faux ce que tu avais dit? Elle dit, non, c'était vrai. Alors là, le pédiatre dit, écoutez, ok, elle est un peu fatiguée, vous êtes levé tôt, etc. Je veux la revoir, on va arrêter là, mais je veux la revoir pour approfondir la situation. Donc, elles ressortent, toutes les deux, et puis on attend, les gendarmes rentrent à nouveau. On attend encore une vingtaine de minutes dehors, et les enfants, les garçons couraient partout, c'était très difficile à tenir. Et puis, au bout de 20 minutes, les gendarmes sortent avec un carton pour un rendez-vous le jeudi 18 octobre à 15h chez ce pédiatre, pédopsychiatre. Donc voilà, il lui donne le carton et il dit attention, il faut bien être là, parce qu'elle savait qu'elle partait sur Paris. Faut venir, faut venir absolument. Oui, d'accord, bien sûr, ok. Donc voilà, il la laisse et puis il rentre de nouveau chez le médecin. On attend, je ne sais pas pourquoi on attend d'ailleurs, mais ma fille finalement au bout d'un certain temps, elle s'en va. Et puis nous on reste sur place pour savoir comment allait se passer, ce qu'allait se passer pour la suite. Normalement donc Didier sera entendu, etc. Donc elle s'en va et puis elle commence, le père surtout s'était déjà montré menaçant au téléphone plusieurs fois. Dès le matin, on ne savait pas pourquoi, mais il savait que les enfants n'étaient pas à l'école. Alors, il ne s'est jamais occupé de l'école, ils étaient à la maternelle et puis la petite en CP. Et il avait téléphoné à Sophie pour lui dire « Oui, qu'est-ce que tu fais? Les enfants ne sont pas à l'école, où tu es? Qu'est-ce que tu fais ?» etc. Donc elle n'aura rien dit, on ne sait pas pourquoi. Et puis là, le soir, il allait quitter, il allait rentrer de son travail, et elle avait un peu peur quand même. C'était déjà montré menaçant. Elle avait prévenu déjà les gendarmes qu'il s'était montré menaçant. Donc là, elle me dit, j'ai pas envie, il va rentrer, il va revenir là bientôt. Donc elle partait. Donc le truc, c'est qu'elle partait sur Paris, et que le premier hôtel qu'elle trouverait, on se rejoindrait. Donc nous, on attend les gendarmes, là, à la sortie de l'hôpital. Ils sortent au bout de, je sais pas, au moins encore 20 minutes. Fou.
Ils étaient fous. Les Où gendarmes. sont Les les gendarmes filles? Où étaient sont les fous. enfants? Mais complètement fous. Je me dis, mais attendez, dans quelle affaire on est là? Oh ouais, où elle est? Où sont les enfants? Elle est partie. Mais elle aggrave son cas. Je me dis, mais attendez, mais on n'est pas Mesrine, nous, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oui, attendez, j'appelle le procureur. Il appelle le procureur, là, ils étaient tous... et oui, le procureur est chaud-bouillant. Je me dis, mais attendez, mais calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, finalement, il se calme et puis il dit, bon, écoutez... dès que vous avez votre fille au téléphone, vous lui dites il faut absolument qu'elle passe à notre gendarmerie. Je dis bah d'accord, pas de problème. Je dis de toute façon c'est bien. Je dis moi j'habitais à Toulon, elle est à Saint-Tropez. Je dis c'est bien, moi je suis là à Toulon, je suis là à Saint-Tropez donc je pourrais me garder mes petits enfants. Il n'y a pas de problème, vous pourrez, elle viendra. Ah non, il faut qu'elle vienne avec les enfants. Pourquoi venir avec les enfants? Qu'est-ce qu'il a besoin de 3 bouts de chou s'ils ont besoin de voir la mer? Donc, je comprends pas trop bien, enfin, en compte. Venir pour dire quoi? Parce que la Ouais. plainte qu'avait posée Sophie suite à l'invitation de la psychologue Madame Bensoussan, c'était contre un ami du père, Ah non, attends. puisqu'on ne ouais. savait pas contre qui c'était, et les gendarmes avaient remis un carton pour 8 jours plus tard, et Sophie Voilà, était libre. mais Donc pourquoi d'un seul coup fallait-il que... Voilà. tout était terminé normalement, il y avait plus rien. Et ils n'avaient même pas demandé d'attendre, ils lui ont dit voilà, le carton de rendez-vous, surtout venez. Là ils ont insisté effectivement, surtout vous venez. Elle a dit bah oui bien sûr, voilà c'est tout. Donc là, voilà, ils font toutes ces histoires, ils s'en vont. Moi ma fille me téléphone, je suis encore à la sortie de l'hôpital, là, ma fille me téléphone, elle me dit écoute, est-ce que tu pourrais retourner chez le médecin dans son cabinet car j'ai perdu j'ai dû oublier un de mes 2 téléphones. Donc je lui dis d'accord, ok. Je retourne, je vais à l'intérieur. Et puis j'entends que le médecin est au téléphone et je vois qu'elle est j'entends qu'elle est au téléphone avec le procureur. Oui, monsieur le procureur, etc. Et donc d'après les réponses, je devine les questions. Le procureur lui demande est-ce que quelqu'un est au courant de cette affaire? Et elle dit oui, Madame Lavallée. Et elle lui dit est-ce que je lui demande son rapport? Et là, j'apprendrai par la suite, par Madame Lavallée et par le docteur Bensoussan, qu'on lui a demandé de téléphoner à Madame Lavallée, à la psychologue, de ne pas faire de rapport tant qu'on ne lui demanderait pas. Alors je peux vous dire tout de suite qu'on ne lui a jamais demandé son rapport. Donc voilà, donc j'entends ça. Finalement, ma fille me retéléphone pour me dire ben non, j'ai retrouvé mon téléphone. Donc j'ai entendu cette conversation. C'est la côté destin, si j'ose dire. Voilà. Donc on rentre chez nous, pas très loin de là. Et puis 1 heure plus tard, les gendarmes me téléphonent en me disant on peut venir vous voir? Je dis bah oui. Finalement, ils sonnent, ils étaient en bas de chez moi quand ils ont demandé ça. Ils viennent fouiller mes 2 appartements, sans mandat, et puis ils s'assoient et ils me disent on ne partira pas d'ici tant qu'on ne saura pas où est votre fille. Je dis bon, je m'en fous. Donc ok, d'accord, voilà, restez. 20 minutes plus tard, ma fille me téléphone et me dit je suis à l'hostellerie de la Sainte-Baume, à Saint-Maximin. On a trouvé 2 chambres pour la nuit, etc. Donc on dit bon ben d'accord. Et moi je répète tout fort. Mais de toute façon ils étaient tellement insistants et je voulais pas leur cacher de choses. Je répète tout fort hostellerie de la Sainte-Baume. Eux immédiatement, les 2 gendarmes immédiatement téléphonent à des collègues pour vous dire hostellerie de la Sainte-Baume, etc. Et puis, 10 minutes, il reste toujours sur place, il reste là. 10 minutes plus tard, une religieuse. Alors, il faut savoir que l'hostellerie de la Sainte-Baume, c'est un hôtel qui est au pied de la grotte où Marie-Madeleine serait venue en France à l'époque de Jésus. Et donc, cette hostellerie, c'est un hôtel-restaurant, qui est tenu par des religieux, soit par des femmes, soit par des hommes. Là, en l'occurrence, c'était des religieuses. Actuellement, ce sont des bénédictins, etc. Donc là, une religieuse me téléphone et veut me demander à quelle heure on vient pour le dîner, tous les 2 avec nos bagages. J'ai pas le temps de répondre. Le gendarme, le manchec, m'arrache le téléphone et dit aux religieuses ma sœur, la personne que vous avez, Sophie Julie, que vous avez chez vous, est recherchée par toutes les polices de France. Elle est en fuite. Elle est recherchée, elle est en fuite avec ses enfants. Il faut vous la maintenir sur place.
Vous téléphonez à la gendarmerie locale donc, pour dire qu'elle est chez vous et on arrive. Il dit ça alors qu'il lui avait remis 2 heures plus tôt un carton pour venir 8 jours plus tard. Ouais. Ce gendarme. Bon. Et alors, j'ai pas pu répondre, voilà, il a raccroché le téléphone. Et là, il demande à Jack de les accompagner à la hostellerie de la Sainte-Baume. Pour venir, alors Jack demande pourquoi, il dit pour ramener la voiture de Sophie. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Il me dit, vous venez avec nous, vous venez avec moi. Avec nous, puisqu'il y avait 2 gendarmes, Le Manchec et De Rome. C'est un couple de gendarmes qui ont participé donc au départ à toute l'affaire. Ils ont tous participé à toute l'affaire, notamment à nous. Ce sont eux qui nous ont amenés voir la brigade spécialisée pour auditionner les enfants. Ce sont eux qui nous ont emmenés ensuite chez le docteur Bensoussan. C'est eux encore qui, là, me demandent de les accompagner, de venir avec eux jusqu'à la Sainte-Baume, là où était Sophie. Et en route, je leur demande, mais pourquoi vous voulez... vous m'emmenez pourquoi il y a une raison, c'est pour ramener sa voiture. Attendez, là, non, c'est possible. C'est pour ça, mais aussi parce que quand on enlève les enfants à une maman, elle devient folle ou elle se suicide. Alors, l'internement est nécessaire. Et si le maire ne veut pas signer, ce serait pour que vous signiez. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors là, j'y attendais. Vous lui avez remis un carton il y a 2 heures, comme quoi elle était attendue dans 8 jours. Tout allait très bien. Vous voyez bien qu'elle n'est pas folle et qu'elle va très bien. Pourquoi voulez-vous lui enlever ses enfants? Ah, là, on vous expliquera. Il me laissait entendre que c'était le procureur, sans me le dire directement. Et donc, on continue la route et... le jeune gendarme qui conduisait dit c'est bizarre, c'est la 2e maman à qui on enlève les enfants. Alors le gendarme dit attends, tais-toi, n'importe quoi, etc. Le gendarme le manchait. Et puis on continue et on arrive donc ensuite à la Sainte-Baume. À la Sainte-Baume, je suis coincé dans la voiture, je dis au gendarme, attendez, je suis à l'arrière, la porte ne peut pas s'ouvrir. Je dis au gendarme, mais attendez, j'ai envie de pisser, il faudrait peut-être m'ouvrir la porte, etc. Attendez, bougez pas, on attend un petit peu, on va venir vous chercher tout à l'heure. Alors j'attends un petit peu, 5 minutes après, je suis introduit dans l'auberge de la Sainte-Baume, dans une salle, une salle, c'est une salle de petit déjeuner, mais qui était transformée en chapelle. Et là, il y avait la table d'hôtel, c'était des tables de restaurant qui étaient alignées avec une nappe toute blanche. Sur cette nappe, Sophie tout en blanc, assise au milieu, et 11 gendarmes qui se mettent devant elle, habillés tout en noir. C'était impressionnant parce qu'il y avait un spot qui éclairait Sophie et un grand crucifix derrière elle. Et Sophie qui écarte les mains en lui. Quand les gendarmes lui disent là, on a ordre du procureur de mettre les enfants à l'abri, ça durera 24-48 heures, c'est pour les mettre à l'abri, sous-entendu du père, sans dire que c'était du père. Et Sophie qui les invite, prenez le café avec moi, voyons ça, etc. A priori, je ne sais pas comment le gendarme aurait pu avoir un papier du procureur pour ordonner justement l'enlèvement, mais enfin, il laisse entendre à Sophie que ses enfants vont être mis à l'abri et qu'elle les retrouvera dans les 24-48 heures. Alors à partir de là, ce moment vraiment marquant, je dirais très impressionnant, qui a impressionné tout le monde, les sœurs comme les gendarmes. Les gendarmes étaient tellement impressionnés d'ailleurs qu'ils disent ça s'est bien passé, c'est formidable, etc. J'aurais pas cru, enfin comme si on pouvait croire autre chose de Sophie, qui est une femme d'un cartésianisme parfait, d'une attention parfaite. Et il me dit bon, alors maintenant, les enfants, vous les reverrez dans 24-48 heures. Et je dis attendez, oui, le procureur n'autorise pas que la maman revoie ses enfants. Ils avaient été écartés, mis dans une pièce à part. Alors je dis écoutez, non, là c'est pas sérieux. Si c'est pour les mettre à l'abri du père, il faut au moins que la maman puisse dire au revoir à ses enfants. Alors le Manchec s'écarte pendant 3 minutes, 2 ou 3 minutes, très rapidement, il dit oui, le procureur est d'accord, exceptionnellement, il accepte que la maman accompagne ses enfants. Et donc Sophie va, il y a un chien loup qui sort de on ne sait pas où, qui se colle contre elle, les gendarmes en avaient peur d'ailleurs, et elle accompagne ses enfants jusqu'à la voiture qui les emmène vers une destination inconnue.
Ça, c'est l'épisode de la Sainte-Baume. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que les gendarmes ont... Alors là, C'est parti avec ils les vont enfants. rester... comme il doit les retrouver le lendemain, Oui. elle ne sait pas trop où ils vont, elle ne sait pas qui les emmène. Elle n'a pas eu d'ordonnance du procureur, on ne lui a rien fait lire, donc elle ne peut pas se... voilà, elle fait confiance. On lui dit c'est pour mettre vos enfants en sécurité, Ouais, ouais. donc elle leur fait confiance. Puis elle dit si c'est pour les mettre en sécurité, effectivement, comme le père s'était montré méfiant dans la journée, mais était plutôt menaçant, donc elle se dit bon peut-être qu'il serait venu ici, donc elle est contente qu'on mette cet enfant en sécurité. Alors elle a prévenu les enfants avant de partir en disant bon mes chéris, s'il fait froid, là vous allez dans un endroit bien, vous serez au chaud, tout ira bien, etc. Puis on se revoit demain. Donc tout le monde est parti, ils sont partis dans la joie et la bonne humeur, tout allait bien. Et puis elle donc, sachant qu'elle allait les retrouver le lendemain, ils sont restés sur place puisqu'ils avaient, c'était réservé pour nous, et ils restent sur place. Et puis dans la nuit, il se trouve que... Oui, alors là, je dirais, c'est un épiphénomène. Les sœurs acceptent que je dorme sur place parce qu'elles préviennent les gendarmes, mais c'était pas ça qui était prévu, disent-elles aux gendarmes. Oui, oui, mais il peut quand même coucher sur place, s'il peut, le grand-père peut dormir sur place. C'était dans la continuité de ce qu'ils nous avaient laissé entendre, que les enfants allaient être rendus le lendemain ou le lendemain. ouais. Voilà. Donc, on a une chambre, la chambre 53, au premier étage, chacun son petit lit. Et à 0h53, parce qu'on a regardé l'heure du matin, quelqu'un essaie de rentrer dans la chambre. Alors, Sophie me dit, Jacques, alors je saute, je vais à la porte, c'était fermé au verrou. J'enlève le verrou, j'ouvre la porte, la minuterie était allumée, la porte battante qui descend au rez-de-chaussée, la porte battait encore. Mais je ne vois rien de spécial. Et seulement le lendemain matin, je vois un homme qui me dit, alors mon père, qu'est-ce que vous faites là? Je raconte, je ne suis pas mon père, je suis là, je ne suis pas mon père. Là, je dis, je reste 24-48 heures, je ne sais pas combien de temps, pour une affaire personnelle. Et je dis, et vous? Alors il me dit, bah moi je suis venu prendre l'air là, parce que c'est la Sainte-Baume, c'est vraiment un endroit merveilleux, agréable, pour respirer et tout. Ben, je dis, écoutez, si vous voulez, on va faire un tour en montagne ensemble, jusqu'à la grotte, qui est beaucoup plus haut. La grotte est à 200-300 mètres au-dessus. Ah, il dit, ah non, 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 là, je peux pas, parce qu'il me manque un poumon, et je peux pas... bon, voilà. On en est là, si vous voulez. Et cet épisode avec cet amant bleu, après, se complique un petit peu, parce que je déjeune avec Sophie, et je retrouve l'amant bleu, et je retrouve les sœurs de la Sainte-Baume, les sœurs qui accueillent, et je leur dis, écoutez, est-ce que je peux dormir la nuit prochaine, puisque les enfants vont être rendus dans 24-48 heures. Ah mais non, 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 c'est pas possible, c'était pas prévu comme ça. Donc, attendez, c'était pas prévu comme ça, mais prévu ou pas prévu, est-ce que je peux dormir? Non, 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 il n'en est pas question, alors que l'hôtellerie n'était pas pleine, hein, du tout. Hein. Alors je dis, bon, bah, écoutez, je suis très, très ennuyé, bon, bah, je vais trouver une autre solution, tant pis, c'est pas grave. Et nous partons avec Sophie, qui devait s'inscrire en doctorat de cinéma à Aix-en-Provence. C'est tout près d'Aix-en-Provence. Et partant sur la route, je trouve sur la route l'homme en bleu qui me dit... ah non, d'abord, j'ai oublié un moment, un événement. Il nous dit, écoutez, si les sœurs ne peuvent pas vous loger, moi je connais une auberge très très bien, elle est à 500 mètres d'ici, c'est bien, c'est même mieux qu'ici, c'est pas cher. Moi je me suis trompé hier, je me suis rendu à cette hôtellerie, et en fin de compte, parce que je n'avais pas vu l'hôtellerie de la Sainte-Baume, je suis allé à cette auberge, c'est mieux, c'est bien, il y a de la place, c'est bien, tout. Alors cette affaire est impossible, hein, parce que l'hôtellerie de la Sainte-Baume, c'est 100 mètres, 150 mètres de façade, avec... vraiment, on ne peut pas louper l'hôtellerie de la Sainte-Baume. Et il me raconte qu'il est arrivé trop tard le soir, alors qu'après 19h le soir, on ne peut pas rentrer à l'hôtellerie de la Sainte-Baume. Ouais. Il serait arrivé très tard le soir. Et sur la route, donc, là je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, sur la route en allant vers Aix-en-Provence, sur le côté de la route, cet homme en bleu, avec une camionnette, est arrêté à droite, il nous arrête au milieu de la route, il dit « L'auberge dont je vous ai parlé, c'est là !» Invisible, était à 50 mètres en contrebas, absolument invisible. Alors je trouve ça quand même un petit peu bizarre. Et
je vais avec dans cette auberge, je suis accueilli merveilleusement bien, est-ce qu'il y a de la place? Mais oui, oui, il y a de la place. Et si on risque d'arriver un peu tard ce soir, parce que là on va à Aix et puis on revient, c'est pas un problème. Non, 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 pas un problème, vous pouvez arriver quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Bon, alors je dis à Sophie, c'est quand même anormal. Je repars sur la Sainte-Baume, sur l'hôtellerie de la Sainte-Baume, à quelques centaines de mètres. Et puis je dis, qu'est-ce qu'on fait alors Sophie maintenant? Elle me dit, il faut que je m'inscrive à Aix, il faut que je m'inscrive en doctorat. Alors, on reprend la route, la petite route, c'est une petite route, hein. C'est pas une grande route, c'est une toute petite route. Et je dis, mais c'est moi qui conduis, là, et on va faire très attention. Et effectivement, je roule à 30-40 à l'heure, et au détour d'un virage, sur une butte à gauche, je vois l'homme en bleu qui est en train de, en plein cagnard, hein, de frotter le toit de sa voiture avec une femme à côté, portière fermée, etc. Ouh, je dis là, c'est quelque chose qui est tout à fait anormal. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il attend là? Alors qu'il aurait dû avoir une demi-heure d'avance sur nous par rapport à notre rencontre quand il nous avait signalé l'emplacement de cette auberge. Alors là, j'accélère au maximum et je dis première route à gauche, premier chemin à gauche, je prends premier chemin à gauche et je me retrouve au-dessus d'une route enlacée. 2 minutes après, sa voiture fonçait et elle est passée dans la route en dessous. Ah, d'accord. Et voilà. Et après, bon, les histoires rocambolesques, parce que ce sont des histoires rocambolesques, mais absolument vraies, véridiques, c'est une autre histoire. Et donc, Sophie reçoit à ce moment-là un coup de téléphone de son amie, la sœur de son amoureux parisien, qui lui dit, les enfants, on les a. C'était possible parce que cette sœur de son amoureux parisien, elle était allée voir le docteur Couve, et le docteur Couve, grâce à qui d'ailleurs Brigitte, grâce à qui était maire de Saint-Tropez, grâce à Brigitte, lors d'un procès qu'elle a gagné pour lui, le docteur Couve avait vu cette femme, et nous on cherchait les enfants, on avait téléphoné entre-temps au docteur Couve, c'était possible qu'il soit à Paris. C'était pas impossible, si vous voulez. Donc Sophie, elle assure Sophie, oui, les enfants sont à Paris, viens, on va faire la fête, c'est terminé, l'affaire... Alors je dis à Sophie, d'accord. Eh ben, alors, juste avant de continuer, parce que là je vois que c'est l'heure de la pause, donc on va faire une petite pause et puis on revient juste après, comme ça vous allez nous expliquer la suite de cette histoire. D'accord. Donc la régie, je pense qu'elle est parée, c'est parfait. À vous, la régie, à tout de suite.